nous recevons El Habib Stati Zindine, professeur de droit constitutionnel et de sciences politiques à l'université Qadi Ayad de Marrakech. Comprendre la décision de la Cour. Alors, pour comprendre la décision de la Cour, commençons par l'essentiel. Qu'a exactement décidé la Cour constitutionnelle dans cette affaire? Je vous remercie tout d'abord pour votre invitation et je remercie Média 1 TV de me donner l'occasion pour revenir sur cette décision de la Cour constitutionnelle. C'est une décision très importante, mais qui doit certainement être lue avec beaucoup de décision. La Cour ne s'est pas prononcée sur le fond de la réforme et la profession d'avocat, mais elle s'est arrêtée à une question préalable, les conditions dans lesquelles elle a été saisie et surtout le texte qui lui effectivement était transmis. Il faut donc dans ce sens, dès le départ, dans cet entretien, distinguer deux choses. Premièrement, la régularité de la saisine et deuxièmement, la constitutionnalité de la loi elle-même. Très Et bien. certainement si... Ok. Et donc, peut-on dire du coup que la Cour a simplement refusé de statuer en l'état plutôt que de rejeter la réforme? Très bien, c'est une bonne question dans ce sens. Là, l'expression en l'état est centrale. La Cour ne dit pas qu'elle est incompétente pour contrer la loi 66-23. Elle ne dit pas non plus que le président de la Chambre des présidents n'avait pas la qualité de saisir. Elle constate une difficulté plus précise. La lettre de saisine demandait bien le contrôle de constitutionnalité de la loi numéro 66-23, mais elle n'était pas accompagnée du texte définitif de la loi, tel qu'elle avait approuvé à l'issue de la procédure parlementaire. Donc la Cour considère que l'objet exact de son contrôle dans ce sens n'était pas matériellement disponible dans le dossier. C'est pourquoi elle prononce pas l'irrecevabilité de la saisine. Elle déclare qu'elle ne peut pas statuer en l'état. Autrement dit, elle a statué les conditions de la saisine, mais elle n'a pas été statuée sur la constitutionnalité de la loi dans ce sens. Très bien. La Cour relève de l'absence de l'original ou d'une copie certifiée conforme du texte de loi soumis à son contrôle. Pourquoi cette pièce est-elle juridiquement indispensable? D'une manière claire et précise dans ce sens, parce que le contrôle constitutionnel doit porter sur le texte exact qui a achevé son parcours parlementaire. L'article 132 de la Constitution prévoit d'une manière claire que les lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle. L'article également 23 de la loi organique relative à la Cour organise cette saisine. Dans sa décision, la Cour en tire une formule particulièrement importante. Il doit exister un lien, comme elle a dit dans sa décision, il doit exister un lien organique entre l'acte de saisine et le texte faisant l'objet des contrôles. Or, dans ce sens, le dossier comportait notamment le projet tel qu'il avait approuvé par la Chambre des représentants le 6 juillet 2026, alors que la Chambre des conseillers avait approuvé le texte en deuxième lecture le 7 juillet. Pour la Cour constitutionnelle dans ce sens, il ne s'agit pas donc d'une simple formalité administrative. Elle ne peut pas déclarer constitutionnel ou inconstitutionnel un texte qui ne correspondait pas exactement à celui qui a été définitivement adopté et qui est destiné à être promulgué. Sur ce principe, le raisonnement, à mon avis, de la Cour constitutionnelle est juridiquement solide. Très bien. Du coup, pourquoi les documents parlementaires disponibles dans le dossier ne pouvaient-ils pas suffire? Donc, puisque la question est importante, la réponse doit être également claire, parce qu'ils n'ont pas la même nature juridique. Un rapport de commission parlementaire appartient, comme certainement les étudiants dans le domaine juridique, notamment constitutionnel, ça appartient aux travaux préparatoires. Il est utile dans ce sens pour comprendre les amendements, les débats, la genèse d'une disposition ou éventuellement l'intention des législateurs, mais il n'est pas la loi. Ce que je veux dire dans ce sens, la Cour doit
il le dit d'une manière claire. Dans le cadre de l'article 132, elle exerce son contrôle sur les lois. Et je souligne ce mot, sur les lois après leur approbation définitive et non pas sur les rapports de commission parlementaire ou sur les projets de loi. Très bien. Cette décision signifie donc que la Cour ne s'est absolument pas prononcée sur la conformité des dispositions de la loi 66.23 à la Constitution? Je peux reformuler la question d'une autre manière, mais certainement Allez-y. certainement, elle est proche. Une décision qui ne porte pas sur le fond, la Cour a-t-elle validé ou censuré la réforme? Dans ce sens, je peux dire ni l'un ni l'autre. La Cour n'a déclaré aucune disposition de la loi numéro 66-23 conforme à la Constitution. Et elle n'a déclaré aucune contraire à la Constitution. Elle n'a pas davantage formulé de réserve d'interprétation. Elle n'est tout simplement pas entrée dans l'examen de fond. Elle a gardé une idée centrale que certainement son contrôle est centré sur la forme et n'a pas sur le fond. Il faut ici faire une distinction juridique importante. La première saisine est terminée, mais le contrôle de constitutionnalité de la loi n'a pas été épuisé. Et certainement, on a une idée dans ce sens. La loi numéro 317-26 est le clos par la décision numéro de 277-26, mais la constitutionnalité matérielle de la réforme reste entière puisque la Cour ne l'a jamais examinée. Il serait donc, dans ce sens juridiquement, inexact de présenter cette décision comme une validation, même implicite de la loi. Donc, est-ce qu'on peut considérer que toutes les questions constitutionnelles soulevées autour de la réforme restent donc entièrement ouvertes? Certainement. Et cette question, certainement, peut nous mener à la question des conséquences. Quelles sont les conséquences qu'on peut certainement tirer de cette décision? C'est probablement, à travers certainement les discussions qu'on a déjà traitées, c'est probablement la question la plus délicate juridiquement. L'article 132 est clair de la Constitution, prévoit expressément que la saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de la promulgation. Or, nous sommes aujourd'hui ici dans une, on peut dire dans ce sens, configuration inhabituelle. La Cour a rendu une décision, donc la première procédure est terminée, mais elle n'a pas statué la principale mission, la constitutionnalité du texte. Il faut donc éviter de raccourcis. Premièrement, on ne peut pas dire que la première saisine est toujours pendante, elle ne l'est plus, mais elle me paraît également difficile d'assimiler automatiquement une décision d'impossibilité de statuer à une décision de conformité à la Constitution. Pourquoi je dis ceci? Parce que ce sont juridiquement deux décisions de nature différente. La question, certainement, devient dans celle des sorts du texte après cette décision. Et à mon sens, la solution constitutionnellement la plus pendante consiste à permettre le contrôle soit effectivement mené avant de tirer les conséquences définitives sur le processus de promulgation. Très bien. La Cour rappelle qu'elle ne peut contrôler que le texte de loi qui lui est formellement déféré. Pourquoi cette distinction entre le projet de loi, les rapports parlementaires et le texte définitif est-elle aussi importante? Et que devient désormais la réforme? À vrai dire, certainement, toujours vous avez raison, vous posez les questions les plus importantes dans ce sens. Et à mon sens également, oui, si naturellement le texte se trouve toujours dans la phase constitutionnelle antérieure à ma promulgation, il ne s'agirait pas de rouvrir le dossier numéro 37 17 26. Ce dossier est définitivement clos. Il s'agirait d'une nouvelle, certainement, saisine, avec un dossier régulier, comportant cette fois-ci la copie conforme du texte définitif adopté par le Parlement. Je ne vois dans ce sens, à vrai dire, d'une manière franche, je parle dans ce sens d'une manière constitutionnelle, je ne vois ni dans l'article 132 de la Constitution, ni dans les articles 23 et à 27 de la loi organique, une disposition
qui prévoyait certainement que l'exercice d'une première saisine, terminé son contrôle, au fond, ferait disparaître définitivement le droit de saisir la Cour à propos des mêmes textes. La formule, même certainement utilisée par la Cour, en l'état, comme vous avez déjà parlé dans la première question, mérite ici attention. Le problème qu'elle identifie concerne l'état du dossier qui a été présenté. Une nouvelle saisine, certainement, permettait précisément de supprimer cet obstacle et de permettre à la Cour d'exercer sa fonction essentielle, contrôler la conformité de la loi à la Constitution. Très bien. Une nouvelle saisine de la Cour constitutionnelle est-elle juridiquement envisageable une fois le dossier régularisé? Certainement, voilà, vous menez toujours, vous passez d'une question à autre plus délicate. Et ceci, certainement, nous a guidés à la question de la portée institutionnelle de la décision. Est-ce simplement une simple erreur procédurale au problème plus large et restant d'une manière franche? À l'origine, certainement, il s'agit effectivement d'une défaillance procédurale. Le texte définitif n'a pas été joint à la saisine, mais la portée de cette erreur est institutionnelle. La saisine, certainement, de la Cour constitutionnelle n'est pas une correspondance administrative ordinaire, c'est un acte d'une manière claire, constitutionnelle, qui ouvre une procédure juridictionnelle et produit immédiatement des effets juridiques. Une institution constitutionnelle qui exerce ce pouvoir, donc s'assurer que le dossier transmis est complet et que le texte joint correspond exactement au texte définitivement adopté. Et cette affaire, d'une manière, je reviens toujours à ce mot, d'une manière franche, cette affaire rappelle une chose essentielle. En justice constitutionnelle, la procédure n'est pas accessoire. Elle participe elle-même de la garantie de la Constitution. Mais elle pose aussi une autre question. Lorsqu'une irrégularité est clairement identifiable et matériellement régularisable dans ce sens, faut-il nécessairement mettre la fin à la procédure ou peut-on mettre sa régularisation? C'est là, pour mon avis, c'est là que la décision devient intéressante du point de vue que la jurisprudence, Très bien. de point de vue certainement, de point de vue de la jurisprudence constitutionnelle. Très bien. Alors, on va quand même parler un petit peu des enjeux pour que ça constitue pour la profession d'avocat, parce qu'au-delà de cette bataille procédurale, pourquoi cette réforme de la profession d'avocat est-elle aussi importante pour le fonctionnement de la justice, mais aussi pour les justiciables? Certainement, la loi et son objet est très intéressante, non pas seulement par la sécurité juridique, mais également pour une profession assez intéressante dans le système juridique. J'ai déjà parlé des enjeux constitutionnels et je répète dans ce sens une autre fois. Il faut être particulièrement prudent ici, puisque la Cour n'a pas encore examiné aucun greffe de fond contre la loi 66-23, mais si elle est à nouveau saisie, plusieurs paramètres certainement constitutionnels pourraient structurer ce contrôle. Je pense notamment aux droits de la défense, aux exigences du procès équitable, à l'accès effectif à la justice, aux principes d'égalité et aux garanties liées à l'exercice de la profession d'avocat, plus profondément dans ce sens, puisque vous avez parlé de la profession d'avocat. Le contrôle pourrait porter sur l'équilibre en deux contraintes. Premièrement, d'un côté, le législateur... Très rapidement, parce qu'on arrive à la fin. Oui. Le législateur dispose naturellement du pouvoir d'organiser et de réglementer la profession d'avocat, mais de l'autre côté, cette réglementation doit préserver les garanties nécessaires à l'exercice de la défense et à l'indépendance professionnelle de l'avocat. Très bien, très bien. Alors, très rapidement, une question de fin. Est-ce qu'on peut résumer la situation ainsi? La Cour constitutionnelle n'a pas dit oui ou non à la réforme. Elle dit simplement qu'elle ne peut pas encore examiner le fond. En 2 mots. Je sais que c'est compliqué. Si, c'est ça. C'est très compliqué, mais quand même, d'une manière ou autre, pour avoir un commentaire plus précis. Si vous permettez une dernière observation, je distingue entre 4 niveaux au moins. Premièrement, sur le principe, la Cour a raison d'exiger que son contrôle porte sur le texte définitif par le Parlement. Deuxièmement, ce qui peut être discuté n'est pas dans le constat d'irrégularité, que la conséquence que lui a été attachée. Le président de la Chambre des représentants était compétent, sa volonté de saisir de la Cour des comptes était certaine de la loi clairement désignée. Le défaut concernait essentiellement la pièce matérielle
réalisant le texte définitif. Troisièmement, il faut éviter dans ce sens qu'un incident de procédure produise en pratique les effets d'une décision de conformité. La Cour, certainement, n'a pas examiné la constitutionnalité de la loi. Elle serait donc préalable si les conditions constitutionnelles dans l'avenir permettent encore que le texte lui soit à nouveau réellement soumis. Quatrièmement, le juge constitutionnel, et pour moi, c'est une idée essentielle. Tout étant tenu que la Constitution et les règles organisent la Convention interviennent dans un environnement politique, institutionnel, social, ces décisions ne peuvent pas donc être totalement dissociées des contextes dans lesquels elles sont rendues. Et c'est une question pour moi très essentielle. Le juge constitutionnel demeure avant tout un gardien. Merci beaucoup, El Habib Stati Zindine. Je rappelle que vous êtes professeur de droit constitutionnel et on a été ravis de vous recevoir pour cette interview pédagogique et très claire de la mi-journée. Merci beaucoup.